Salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie du décryptage du magazine The Economist avec le numéro spécial bien évidemment qui apparaît chaque année depuis 1987, The World In 2019 bien entendu. Alors les deux parties précédentes, je parlais de New Horizon to Ultima Thule en première partie et en deuxième partie, je parlais de la vis aérienne bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu ces deux parties, je vous invite à les regarder parce que le raisonnement est toujours intéressant, toujours humblement, bien évidemment. Alors, bien évidemment, moi je poursuis mes recherches parce que ça fait plaisir. Bien évidemment, c'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici facial recognition. Nous avons Pinocchio ici. Et puis en dessous, nous avons toujours encore cette Artemisia Gentileschi. Alors bien évidemment, c'est intéressant à relire parce que ça parle de la culture toscane. C'est intéressant. Pinocchio, avec Carlo Collodi, l'œuvre de Carlo Collodi, qui est la culture toscane, Artemisia Gentileschi aussi. Et puis, l'étude de proportion ici, avec le fameux facial recognition. Ça, c'est bien évidemment les travaux de Léonard de Vinci, avec la vis aérienne, bien entendu, qui est juste en haut, et surtout son œuvre principale sur les études de proportion, c'est bien évidemment l'homme de Vitruve, basé sur les travaux de Vitruve, qu'il a remis au goût du jour. Et, bien évidemment, là on voit le cercle qui représente la planète Terre, bien évidemment. Et ici on a un carré. Ce qui est intéressant, c'est que si on va jusqu'en bas, ses pieds touchent l'Antarctique, c'est intéressant au niveau du raisonnement. Alors, bien entendu, ce qui est intéressant, j'ai commencé humblement à raisonner sur l'homme de Vitruve, et bien évidemment, l'élément clé, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or que nous retrouvons ici, avec le pangolin, qui est une des symboliques du nombre d'or. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, bien entendu. Ce sont ces écailles qui correspondent au nombre d'or. Le nombre d'or que nous retrouvons dans la nature, dans le règne animal, et aussi dans le règne végétal, qu'on voit avec cette feuille de chanvre. Bien évidemment, Léonard de Vinci a voulu démontrer aussi que l'homme aussi fait partie de la création, avec le nombre d'or, avec les coudées, etc. etc. C'est un travail colossal, bien évidemment. J'ai commencé à faire les travaux, mais c'est quand même assez volumineux. Moi, j'ai voulu faire un récit comme la première partie et la deuxième. Commencer par l'homme de Vitruve avec le nombre d'or, c'est des mathématiques. Moi, je suis quand même quelqu'un d'un peu plus littéraire, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, bien évidemment, moi, je veux commencer le récit avec cet éléphant. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a un éléphant qui avance, qui est en mouvement, qui entre dans la séquence. Il est en mouvement, on voit bien, il entre dans la séquence. On a aussi ici un oiseau en mouvement, et on a aussi le pangolin qui est en mouvement, mais on a deux autres animaux, qui sont assis. Cet éléphant-là est très intéressant, parce que c'est là que mon récit commence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un éléphant? Un éléphant qui entre dans une séquence, qui commence une séquence, et qui est en mouvement, et qui a un éclair au niveau de ses cornes. Alors, on peut voir ça comme, vous savez, dans les graphiques économiques, on peut voir ça comme une flèche qui monte aussi. Donc, bien évidemment, comme toujours, la symbolique de l'éléphant et de mise, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la symbolique de l'éléphant? Dans la symbolique occidentale comme orientale, l'éléphant est associé à la mémoire, la sagesse, la longévité, la prospérité, la bienveillance. Le père. Dans le folklore africain, l'éléphant tient le rôle du père, du chef des animaux. Dans la religion hindoue, c'est ça qui nous intéresse, puisque l'éléphant nous montre que, au niveau culturellement, que ça vient de l'Inde. Dans la religion hindoue, Ganesh est un dieu à tête d'éléphant. Il est le dieu de la sagesse et le patron des étudiants. Les rares éléphants blancs sont sacrés en Inde. Les éléphants domestiqués et décorés aux couleurs des dieux bénéfices
bénissent les fidèles de leur tombe dans certains temples. En Inde, par exemple, l'éléphant évoque la force, la puissance, l'orage. Et oui, formeront des grises, des nuages de pluie. C'est là où je veux en venir, bien évidemment. Chaque dieu hindou chevauche un animal. Indra, dieu des orages et de la bataille. Donc, l'orage et la bataille, un éléphant qui avance, qui initie une séquence, ça sent quand même pas très bon. Et Ani, dieu du feu, se déplace à dos d'éléphant. Alors, ce que nous pouvons retenir aussi, symboliquement, l'éléphant, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'éléphant représente les 4 piliers du monde. Il porte le monde sur son dos. C'est très, très, très important. Après, il y a aussi également le symbole du Parti républicain et le symbole de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est très important de comprendre que l'éléphant représente les 4 piliers du monde et qu'il le porte sur son dos. C'est très important. Et là, on a un éléphant avec un éclair. Donc, c'est un éléphant qui va en guerre ou qui n'est pas prospère, on va dire. Donc ça, c'est l'éléphant dans le bouddhisme, c'est toujours intéressant. Puis ça apporte de l'eau à mon moulin. Dans la mythologie bouddhiste, l'éléphant est également symbole de puissance mentale. Cependant, la force de l'animal impose à ce mental doit être contrôlée, car si tel n'est pas le cas, il peut se laisser emporter, alors tout dévaster sur son passage par la folie. Au début de la pratique, l'esprit non contrôlé est représenté par l'éléphant gris, pouvant à tout moment se retourner et se laisser emporter. Là aussi, on parle de l'éléphant blanc, qui est sacré, bien entendu. Alors, c'est très intéressant donc que symbolise cet éléphant. Alors là aussi, on a un autre argumentaire intéressant au niveau de l'éléphant. C'est qu'il joue également le rôle de l'animal support du monde, c'est ce que je disais. Il possède vraiment la structure du cosmos. La structure est composée de 4 piliers qui supportent la sphère céleste. Symbole de stabilité et d'immutabilité. Bien évidemment, il est associé à l'élémentaire, domination du centre sur les directions de l'espace terrestre. Donc tout ceci est extrêmement important. Parce que nous avons l'éléphant ici. Donc on a bien un éléphant qui avance, qui est en mouvement. Et on voit cet éclair. Donc on a un éléphant qui avance et qui est incontrôlable. Donc, bien évidemment, l'éclair est associé à l'économie. Donc, au niveau de la tradition hindoue, c'est l'orage. Donc ça veut dire que ça s'annonce mal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce et qui va mal aller au niveau de l'économie. On est bien d'accord. Donc là, bien évidemment, c'est le symbole de la crise économique qui va arriver en 2019. Et bien évidemment, c'est incontrôlable et dévastateur, bien évidemment, au niveau du symbolisme de l'éléphant. Et ce sont les 4 piliers de la Terre qui vont s'effondrer avec l'économie. Donc, cette crise économique, en plus, on nous dit qu'elle va être dévastatrice et qu'elle va faire beaucoup, beaucoup de mal à l'ensemble de cette planète. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette crise économique va être extrêmement grave. C'est très intéressant et je continue mon récit parce que je veux toujours comprendre cette feuille de chambre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette feuille de chambre? C'est intéressant, elle est juste en dessous de l'éléphant. Donc, bien évidemment, c'est très intéressant. Bien évidemment, Leonardo da Vinci ne l'a pas mis là par hasard. Alors juste, je reviens sur ce que je disais par rapport à Leonardo da Vinci, c'est qu'il est végétarien, bien évidemment, tout comme Gandhi, bien évidemment, protecteur des animaux, tout comme Gandhi, bien évidemment, et tout ceci est un lien, tout ceci n'est pas du hasard. Donc pourquoi cette feuille de cannabis est en dessous de l'éléphant? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, bien évidemment, on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit. Au niveau du champ,
le chanvre ne s'apparente pas à une drogue, bien évidemment. Le souvenir de la culture du chanvre en France est d'abord de nature textile. Donc déjà, quand je vois Gandhi, ça résonne de façon intéressante. Les vêtements, draperies et toiles de chanvre du Moyen-Âge restent une industrie traditionnelle de l'époque. Charlemagne, à la fin du XVIIIe siècle, ordonne partout la plantation de canevas. Le commerce du chanvre entoure les principaux ports de la Méditerranée en raison des cordages et des toiles nécessaires aux navires. Mais l'existence même, à l'époque de grandes quantités de pipe, atteste sa référence en tant que drogue. À la vue de ses premières orientations, le chanvre nous apparaît déjà comme un don précieux pour le monde des hommes. Voilà pourquoi il est sur la main de l'homme de Vitruve. Le chanvre est ici une demande relevant de la dimension économique. Donc on voit, je termine, bien évidemment, qu'il revêt de ses origines ainsi que sa place dans l'agriculture et le commerce. Voilà pourquoi il est sous l'éléphant. Parce que l'éléphant parle de la crise économique, on nous parle du chanvre avec sa dimension culturelle et économique. Ça, c'est bien évidemment Cairn Info qui nous le donne. C'est vraiment très intéressant. Alors, bien évidemment, je vais revenir sur Gandhi parce que là, bien évidemment, les choses sont évidentes avec Gandhi. Il faut le mettre en lien avec Gandhi. Je vais vous remontrer l'image. Donc, on voit ici la feuille de cannabis qui représente le commerce, l'économie et un don précieux pour le monde des hommes. Donc, crise économique dévastatrice, retour à une économie de lien social et qui est un don précieux pour les hommes. Et ici, on a Gandhi, justement, qui a un lien avec Leonardo da Vinci, comme je vous disais, par rapport au végétarisme et à la défense des animaux, notamment. Et on voit Gandhi avec un rouet. Alors, bien entendu, qu'est-ce que c'est que ce rouet? Un rouet est un instrument ancien à roue actionné par une pédale ou une manivelle et se servant au filage de la laine du chanvre ou du lin ainsi que de toute autre fibre. Alors c'est intéressant. Dans la culture, qu'est-ce que nous dit Wiki? Alors, ce qui est intéressant, le rouet a été l'instrument emblématique de Gandhi contre la tutelle britannique. Dès 1921, il incita son peuple à ne plus acheter d'habits en provenance de l'étranger au profit de ceux produits localement. Donc, on voit bien le retour aux productions locales après la chute de la crise économique. Selon eux, humblement, bien évidemment. Gandhi donna l'exemple en filant lui-même sur son rouet le coton dont il faisait sa dotire. Bien évidemment, culturellement, là on parle de coton, mais bien évidemment, on parle de chanvre. Et pourquoi le chanvre? Je vais y revenir juste après. Donc, c'est très important. Alors, pourquoi le chanvre et pas le coton? Tout simplement. Alors là, nous avons les principaux usages du chanvre industriel. Donc, bien évidemment, là, ça fait quasiment tout. Ça peut faire fonctionner une société qui repart à zéro. C'est uniquement cette plante du lien des hommes. C'est uniquement cette plante-là qui va permettre de retisser un lien social après une chute économique finale. Bien évidemment, il n'y a aucune autre plante qui propose de tels bienfaits. Litière pour les animaux, nourriture pour animaux, justement. Matériaux de construction, produits hygiéniques, matières plastiques, vêtements et textiles, papier et carton, aliments, médicaments, huiles essentielles, supplémentaires. Tout pour une nouvelle dignité, une nouvelle société. Bellecaire Pyrénées, bien évidemment, qui est le site qui partage cette merveilleuse image qui correspond au tissage du chanvre de Gandhi, bien évidemment. La symbolique, elle est là. Il y a une autre symbolique aussi par rapport à Gandhi qui est intéressante. Parce que, bien évidemment, j'ai voulu continuer dans ce raisonnement. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que je disais par rapport à Gandhi? Alors, je reviens sur le rouet.
il incite son peuple à ne plus acheter d'habits en provenance de l'étranger au profit de ceux produits localement. Ça veut dire que Gandhi, il représente la désobéissance civile de masse, bien évidemment. Donc, Leonardo da Vinci, il souhaite nous avertir, bien évidemment, que si la réalisation monétaire arrive en 2019, eh bien, avec cet éléphant dévastateur qui s'en suivra, bien évidemment, il y aura des partisans de ceux qui veulent garder leur niveau de vie, hein, avec tout ce système, on va dire, interconnecté, notamment avec la 5G qui arrive, etc. Et puis on aura une autre partie de l'humanité, représentée par Gandhi, la désobéissance civile, qui sont, je pense, obligés de vivre dans les campagnes, avec ce type de production. Tout simplement, parce que comme ils pratiquent la désobéissance civile, eh bien, ils n'accéderont pas au système monétaire quantique qui sera mis en place, tout simplement. Donc, c'est très intéressant, et c'est ça dont il veut nous avertir. Et ici, on voit deux humanités. On ne sait pas c'est laquelle, parce qu'il y a une humanité où il y a plus de monde. Donc ça, c'est voilà, une des deux qui représente les deux humanités. Une humanité pulsée, hein, peut-être, à la 5G, interconnectée, et une autre humanité, retour à la nature, retour à la culture locale, la culture du champ, bien entendu. C'est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, ce que je disais, c'est que dans la chrétienté, hein, la symbolique de la balance, ça représente le jugement dernier dans la symbolique de la chrétienté, puisque bien évidemment, l'homme de Vitruve représente aussi le Christ lors de la crucifixion, bien évidemment. C'est une allégorie de Vitruve, repris par Vinci, bien évidemment. Donc on a une allégorie très intéressante. Et dans ma prochaine vidéo, peut-être, j'aborderai aussi la cigogne qui est là. Bien évidemment, dans la culture chrétienne aussi, on dit qu'elle était au-dessus de la crucifixion du Christ, la cigogne. Là, on la voit avec de l'alimentaire, hein, bien évidemment, que je montrerai, parce qu'il y a aussi une vidéo intéressante qui montre les cigognes dans des déchets, hein, dans les déchets, et qui mangent les déchets, tout simplement. Et donc là, on voit bien le code barre alimentaire, parce que ce sont des déchets alimentaires qu'ils mangent. Et puis là, on voit bien la cigogne, aussi la symbolique de la cigogne de la migration Europe-Afrique. Hein, bien évidemment. C'est très intéressant. Jugement dernier, bien évidemment. Parce que là, c'est une véritable fracture de l'humanité. Alors, bien évidemment, ce sont des recherches vraiment, vraiment intéressantes. Parce que là, c'est très intéressant. Hein. J'ai quand même décrypté quelques images. Alors, humblement, c'est ma vision des choses, bien évidemment. Alors, moi, j'aime bien analyser toutes ces choses-là parce que culturellement, c'est vraiment intéressant. En faisant toutes ces recherches, eh bien, notamment l'hindouisme, le bouddhisme, la chrétienté, ça m'apprend des choses, j'apprends beaucoup de choses culturellement, et ça m'apprend beaucoup de choses, donc je prends beaucoup de plaisir à faire ce travail, j'aime bien. Donc moi je vais continuer, donc il n'y a pas à s'arrêter en si bon chemin, il y a quand même beaucoup de choses encore à décrypter, même si cette troisième partie est très intéressante. Alors bien évidemment, j'avais pas prévu de bonus, mais voilà, j'ai réussi à trouver un bonus qui est en lien avec cette séquence, ce récit de ce qui peut arriver au niveau de l'histoire de l'espèce humaine. Bien évidemment, encore une fois, toujours pour vous remercier de vos abonnements et de vos commentaires qui sont riches et toujours intéressants, bien entendu. Et je vous invite à continuer, à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Merci à vous encore une fois. Alors, ce bonus, quel est-il? On va voir le bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est en lien avec la crise systémique qui peut arriver, malheureusement. Et j'ai des vidéos qui vont argumenter en ce sens sur la crise économique qui vont arriver très prochainement.
qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Albert Pike et le plan luciférien du gouvernement mondial. De dinsongfree.fr, plan de Pike. Alors, c'est qui Albert Pike d'abord? Pour ceux qui ne savent pas. 33e degré, grand commandeur du rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne, le New Reformed Palladian Rite, destinée à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Donc Jean Lombard a écrit un livre, La face cachée de l'histoire moderne. C'est un livre qui peut être intéressant pour ceux qui veulent en comprendre plus. Alors, la lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini. Encore une fois, la culture toscane. Ah, du 15 août 1871. Et vous verrez qu'en 1871, il n'est pas censé savoir des choses qui vont arriver plus tard dans le futur. Donc voilà, c'est un confédéré, hein, c'est un sudiste, bien évidemment, à l'époque de la guerre de sécession. Alors, il envoie une lettre à Albert Pike, à Giuseppe Mazzini, qui est au même niveau que lui quasiment, hein, au niveau de la franc-maçonnerie. Alors, celle-ci traite du schéma crise, guerre, révolution des 3 guerres mondiales, une troisième qui n'existe pas pour l'instant, suivi hein, des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. Il a un peu de retard, parce que là on est au XXIe. Donc, alors, je ne vais pas lire tout le texte, mais surtout les trois séquences. Vous lire les 3 séquences, vous faire comprendre qu'en 1871, il n'est pas censé savoir ça. Donc il y a bien quelque chose derrière, il y a bien un plan derrière. Leur plan E, bah, première et deuxième qui a fonctionné. Alors, la Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Avec Staline, il a fait du bon boulot, hein. Malheureusement, et il a tué plus qu'Hitler en plus de ça. Voilà, pour le coup, c'est quand même incroyable parce qu'on a eu des documentaires, hein, au niveau des chaînes de télé, début novembre, le 11 novembre notamment, qui relatent des documentaires très intéressants. Et voilà, c'est ce qui s'est passé en 1871. Donc ils ont un plan et ils l'appliquent. Malheureusement, les gens sont hagards. Puis les gens n'y croient pas surtout. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit encore? La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme, en 1871 le nazisme, bon, et accroître la puissance du sionisme politique, de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. C'est incroyable. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Alors, Dean Songfree ajoute en italique une réflexion pertinente. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? Alors là, on a les 2 grosses séquences de la Troisième Guerre mondiale et la dernière séquence du cataclysme social. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, moi je dis que c'est leur plan E. Et que les 2 guerres mondiales, ces 2 choses-là sont arrivées. Donc eux, ils travaillent, eux, ils ont leur plan, ils ont leurs agents qui travaillent. Pendant ce temps-là, on a la majeure partie de la population qui est endormie, qui ne comprend rien, et qui ne voit rien venir. Avec les gilets jaunes, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à germer, si j'ose dire, mais bon, on verra ce que ça donne. Hein. Mais en tout cas, les gens commencent à se réveiller, et c'est vrai. Et ça, c'est très important. Et nous, on est là pour ça. On a Pierre Jovanovic qui parle de la crise économique, qui parle des banquiers, etc. On a Zim Van Sitlian
aussi qui parle de ça, parce que il était dans ce domaine-là, et qui nous informe sur Internet. Donc, bravo eux pour leurs travaux, et merci de leurs informations, parce que c'est eux vraiment, moi, humblement, j'essaie d'apporter des informations les plus correctes, humblement, bien évidemment. Ça, c'est leur plan, et c'est ce que je vous dis, et ça, c'est une information complémentaire. Parce qu'on peut anticiper, et ce qui est incroyable, c'est que là, les choses sont classées. On retrouve cette lettre-là au musée de Londres, mais là, c'est aux yeux de tout le monde. Mais les gens n'y croient pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la Troisième Guerre mondiale? La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Malheureusement, on a ces odeurs-là, malheureusement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées, et oui, entre elles, à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. On voit déjà l'épuisement. On commence déjà à voir l'épuisement. Certains policiers, tout est lié. Alors, évidemment, là c'est en France, mais ne croyez pas que dans d'autres pays, il ne se passe rien. Bien entendu. Alors, encore une fois, en italique, c'est ce que je disais aussi, quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche-Orient, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Et oui, c'est ce que je viens de dire. Alors ça, c'est la dernière séquence de leur projet maléfique, qui sont en train d'avancer, je le répète. Donc, malheureusement, on a des mauvaises odeurs parce que les gens sont endormis, tout simplement. La masse est endormie, c'est clair. Et c'est malheureux. On essaye de faire le maximum avec les personnes que j'ai citées notamment, et plein d'autres, bien évidemment. Le 15 août 1871, Spike disait à Madini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Et oui. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée, comme je vous disais, au British Museum Library à Londres. Donc, 1871, ils ont préparé tout le projet et on n'anticipe pas et malheureusement, nous, on fait notre travail d'informer les personnes au maximum. C'est pour ça que c'est important de partager cette vidéo, très importante, parce que l'information est majeure. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie, du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation. Là, je commence à voir gilets jaunes, gilets rouges, peut-être, mais ça c'est en France, mais c'est en train d'arriver, malheureusement. Et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes sombreront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal. Donc là, on commence à voir l'antéchrist, etc. Sans savoir vers quoi tourner son adoration. Recevrons la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Donc ça veut dire le fameux projet Bluebeam, peut-être. Alors, je m'avance, mais c'est mon raisonnement tranquillement. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Ça, c'est le plan global de formation du rite écossais et des agents illuminati. Ça, c'est leur plan. Malheureusement, qui avance. Malheureusement, qui avance grandement. Et c'est celle-ci qui doit nous intéresser. Les autres, elles sont passées et elles se sont réalisées. C'est celle-ci qui doit nous intéresser. C'est celle-ci que nous devons anticiper. Mais là, on voit les gilets jaunes contre les gilets rouges ou des choses là. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient aussi. Et puis surtout, n'oublions pas qu'ils vont, avec
les masses, c'est-à-dire la fameuse loi, le pacte de Marrakech, que je vais revenir aussi. Voilà, c'est fait pour ça. C'est fait pour réaliser tout ce projet. Une masse de migrants qui viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Voilà, ça va créer des tensions en Europe. Et bien évidemment, et les gens ne voient rien venir. Malheureusement, on est là pour informer, les gens ne voient rien venir. C'est quand même terrible. Les choses sont claires là. On peut anticiper, ils montrent leur projet tranquillement, mais bon, les gens sont endormis par les médias dits mainstream. Et voilà. Nous, on est là pour essayer d'informer au mieux, humblement et simplement. Bien entendu, de leur projet à eux, et que nous, on puisse surveiller, qu'un maximum de gens puissent surveiller. Donc, ce sont des informations extrêmement importantes à partager. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour ce bonus, parce que vous le méritez. Encore une fois, je me répète, hein, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.